Le débat va être animé par Hélène Seigné, journaliste au 1, avec Bénédicte Bonzi, anthropologue, Sarah Cohen, agronome à la Cassaline Toulouse, Éric Gauthier, qui fait partie de l'association Omaki et de la SSA de Cadenet, et Nicolas Verzotti, président du CIVAM et maraîcher. Bonjour, donc je suis Hélène Singier, journaliste spécialisée sur l'écologie. Je travaille à l'hebdomadaire Le 1. Et on a la chance aujourd'hui pour traiter cette grande question de ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation, d'être avec 4 personnes. Donc Bénédicte Bonzi, qui est anthropologue, qui a écrit le livre « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences » qui est paru au Seuil en 2023. Sarah Cohen, agronome. Tu es copilote de l'expérimentation de la Caisse Alim à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Et tu as aussi co-signé avec Tanguy Martin le livre « De la démocratie dans nos assiettes », qui a été coécrit avec ISF, donc c'est-à-dire Ingénieurs sans frontières, Agrista, qui est agriculture et souveraineté alimentaire. C'est ça. Éric Gauthier, toi tu es salarié de l'association d'éducation populaire Omaki, et vous menez le collectif alimentation de Cadenet, autrement dit le clac, la claque. Tu nous précises, d'accord. Donc ça, c'est dans le Vaucluse. Vous arrivez de loin tous les deux. Nicolas Verzotti, donc tu es président du réseau CIVAM et maraîcher, donc vous arrivez de Avignon et même plus loin. Donc on va échanger ici pour l'instant. Évidemment, gardez bien vos questions en tête parce qu'il y aura un temps d'échange assez conséquent à la fin. Donc n'hésitez surtout pas à emmagasiner des curiosités. Pour commencer, donc, on a été introduit sur cette idée qu'il va falloir sans doute créer du collectif sur beaucoup de sujets au-delà de la santé. Alors la sécurité sociale, on voit bien ce que c'est, mais alors sécurité sociale de l'alimentation, comment est-ce qu'on peut la présenter pour quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler? Éric, peut-être? Allez-y, plouf plouf, comme vous voulez. Déjà on n'entend pas. Comment? Là? Et là, ça marche? Là? Ça fonctionne, vous entendez? Non, parce qu'avec Sarah, on se faisait la réflexion de savoir si, avec cette résonance, il valait mieux avoir le micro loin ou le micro près. Voilà, c'était notre petite question du matin. Donc, on entend, voilà, c'est ça. Hein, du coup, bon, alors, il faut parler plus fort, mais est-ce qu'en termes de résonance, vous êtes bien? Ok. Parce qu'elle n'est pas simple, cette salle. On pense que cette salle, elle a été construite à une époque où les gens n'avaient pas de micro et qu'elle est faite pour parler sans micro. Et du coup, je vais vous parler de cette époque parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de parler de sécurité sociale de l'alimentation en oubliant les 2 premiers mots qui sont sécurité sociale. Cette salle, c'est un peu émouvant de venir parler de ça dans cette salle et sur un temps très court. L'histoire de la sécurité sociale, c'est une longue histoire. Pour citer le camarade Bernard Friot, on a mis 150 ans à obtenir la sécurité sociale. Il nous faudra peut-être un petit peu de temps pour obtenir la sécurité sociale de l'alimentation, mais on part quand même du principe que ça ira plus vite parce qu'on a des acquis qui sont déjà là aujourd'hui. La sécurité sociale, c'est un conquis social, comme on dit, qu'on a gagné après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui se base sur 150 ans de lutte ouvrière et sociale depuis la chute des rois représentants de Dieu sur Terre. Donc je vais vous passer les luttes contre les lois Le Chapelier, le 19e siècle, la Première Guerre mondiale, tous les handicapés qui sortent de la guerre, les devoirs de l'État de réparer la guerre, les premières lois de 1928, etc. Et donc on avance quand même sur une construction.
on construit des mutuelles ouvrières qui font face à des mutuelles patronales. Enfin, tout ce beau monde va renforcer un peu ces croyances là-dedans. C'est des vrais affrontements sociaux qui se jouent. C'est violent, ça coûte des vies, etc. Et on arrive à la situation d'après-guerre en 46 où on va être capable d'imposer par le vote une loi qui va instaurer le régime général de la sécurité sociale. Le régime général de la sécurité sociale, hein, c'est au-delà de la sécu et des médicaments, c'est aussi et surtout les allocations familiales, la reconnaissance du travail à la maison, c'est les accidents du travail, la retraite, et il m'en manque un, je crois, la maladie. Ouais. Bon, bref. Et on obtient tout ça. Et par contre, cette histoire-là, elle va nous permettre de sortir la santé du système marchand. Elle va permettre à tous les Françaises et Français d'avoir accès à une santé de qualité, avec des médecins qui avaient des protocoles à respecter, avec des tarifs qui étaient les mêmes partout, plus du tout à la tête ou à la richesse du client. On a eu des mutuelles qui, dans leur coin, ont fabriqué des grosses pharmacies pour permettre l'accès aux médicaments à tout le monde. Et après tout ça, on gagnait tellement d'argent sur nos cotisations sociales qu'on s'est permis d'investir pour construire un système de santé avec la construction des centres hospitaliers universitaires qui ont, à l'époque, été construits sans jamais passer par l'emprunt bancaire. À une époque où on nous parle de partenariat public-privé, c'est quand même intéressant à voir. Et donc, tout ça va nous permettre de rentrer dans un cercle vertueux qui va s'arrêter à peu près d'un seul coup, quand en 1967, le gouvernement du général président va voter une loi pour mettre fin à un tout petit truc. Parce qu'en fait, en créant la cotisation sociale, on avait quand même retiré du système marchand des centaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, le budget de la Sécu, c'est 667 milliards d'euros. 667, hein, c'est plus que c'est le budget du gouvernement. Hein, et on avait tellement retiré cet argent du capitalisme que le capitalisme, lui, s'est battu pour le récupérer. Et donc, il a eu une action qui était hyper facile à faire, c'est qu'ils ont simplement changé la règle de vote à l'intérieur des caisses des caisses d'assurance maladie. Jusqu'en 1967, les travailleuses et travailleurs, par leurs représentants syndicaux, avaient 75% des droits de vote dans les caisses. Et on a inventé tout d'un coup le système paritariste. Bon, c'est un système qui est inspiré de Bismarck, hein, si ça peut vous rassurer. Et le paritarisme, c'est partir du principe qu'un ouvrier égale un patron, parce que quand on va dans la rue, une personne sur deux qu'on croise est un patron. C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc ils ont autant de paroles que nous, les ouvrières, en face. Et donc de ce jour-là où on a créé ce paritarisme, en fait, ça a permis aux syndicats patronaux de venir subvertir les travailleuses et travailleurs et donc de gagner les lois les unes après les autres. Et donc tout ça va aboutir à une dégradation du système de santé pour arriver en 1995, les lois Juppé, et maintenant notre système de santé est voté au 49.3 tous les ans avec une grande décision démocratique partagée. Cette histoire de la Sécu, c'est juste pour vous dire un truc, c'est que la seule période vertueuse qu'on a eue entre 1789 et 2025, ça a été cette période entre 45 et 67. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette période de 45 à 67, c'est la seule période sur laquelle on a eu le pouvoir, où les usagères et usagers ont eu le pouvoir de décider qu'est-ce qu'on faisait de leur argent pour leur santé. Aujourd'hui, on vient poser la même question sur l'alimentation. Et donc aujourd'hui, cette question de qui décide de ce qu'on mange, c'est rigolo, on a été la poser sur la place de la République hier soir. Ça vous dit de lire les réponses? Il y en a qui ont répondu, c'est ma maman. Voilà, qui décide de ce qu'on mange? Et je pense que c'est une des questions qui est, avant de décrire ce que peut être la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de partir de quels sont les enjeux pour lesquels on veut construire une nouvelle proposition de conquis social pour l'alimentation. Et l'enjeu de la participation démocratique et de comment on construit des espaces de participation démocratique est complètement central là-dedans. Sarah, sur à quel problème ça vient répondre, cette idée de mettre l'alimentation en sécurité sociale? Oui.
Oui, là vous m'entendez? Sarah, peut-être sur à quoi ça vient répondre, à quel problème ça vient répondre cette idée de mettre l'alimentation en sécurité sociale? Vous m'entendez bien? On va poser cette question à chaque fois. Pour reprendre ce qui vient d'être dit, effectivement, ça pose la question de la démocratie dans le système alimentaire. Et en fait, ça pose cette question-là à la fois comme un moyen et comme une fin. Parce que aujourd'hui, il y a 3 principaux enjeux du système alimentaire, qui sont les enjeux socio-économiques des travailleurs du système alimentaire, que ce soit de la production à la distribution. Il y a les enjeux de droit à l'alimentation, donc bien sûr qui intègrent les questions de précarité alimentaire, mais plus largement de choix et d'accès à une alimentation qui soit choisie, de qualité, saine pour soi, pour ses enfants, etc. Et bien entendu, il y a les enjeux climatiques et écologiques qui sont de plus en plus palpables et auxquels le système alimentaire contribue très fortement. Contribue, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà. Et l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, de dégradation des sols, de l'air, etc. Et donc face à ça, on a des enjeux en fait qui sont assez contradictoires en soi pour y répondre, et on a besoin d'avoir une réponse qui soit systémique et qui soit simultanée et conjointe à l'ensemble de ces enjeux, et de mettre autour d'une table les personnes avec leurs intérêts particuliers pour en sortir quelque chose qui soit beaucoup plus collectif et qui permette d'y répondre. Et c'est ici en fait que un fonctionnement démocratique pourrait permettre de répondre à l'ensemble de ces enjeux, et qu'on peut s'inspirer de la sécurité sociale de santé et la manière dont elle a fonctionné entre 1945-46 et 67 pour instaurer un fonctionnement démocratique dans le système alimentaire. Je ne sais pas si je m'étends plus sur les enjeux ou si je... On peut peut-être ici concrétiser un tout petit peu, peut-être Bénédicte, sur la question de la précarité alimentaire, et puis Nicolas après sur les enjeux agricoles et des paysans et des paysannes. Alors, bonjour à toutes et tous. J'avais envie en fait de dépasser la question de la précarité alimentaire quand il est question de sécurité sociale de l'alimentation et de droit à l'alimentation, pour pas rentrer dans cette confusion et pour pas en fait qu'on soit amené à utiliser, parce qu'on parle du capitalisme et de la force avec laquelle il reprend les idées et le travail qu'on peut mener, pour pas voir en fait la sécurité sociale de l'alimentation être vue comme une modernisation, une nouvelle étape de la lutte contre la précarité, et on est un peu face à ça. Du coup, ça me semble important de rappeler et de faire la continuité avec les discussions d'hier que quand on parle de droit à l'alimentation, eh bien, le non-respect d'un droit, quand il a lieu, eh bien, ça engendre des violences. Donc moi, c'est vrai que je suis attachée, j'ai pensé important de poser le concept de violence alimentaire et de parler des violences dans le système alimentaire, parce qu'en effet, dès lors qu'on en parle, on va pouvoir montrer qui est responsable de ces violences et qu'est-ce que produisent ces violences. Et notamment quand on s'intéresse à notre système alimentaire, eh bien, on voit qu'il est pris dans une violence structurelle. Ça veut dire quoi, la violence structurelle? C'est un concept qui est développé par un médecin anthropologue, Paul Farmer, à Haïti, qui, en tant que médecin, voit des gens mourir de maladies bénignes alors que les traitements existent. La violence structurelle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas décider politiquement et économiquement de se donner les moyens de sauver des vies. Dans ce qui se passe au niveau de notre système alimentaire, on aurait tout ce qu'il faut pour que les choses se passent différemment. Et ce sont vraiment des choix économiques et politiques qui nous contraignent à vivre ça. Pourquoi ces choix sont faits? Parce qu'on est loin de vivre dans une société en paix. On est dans une société pacifiée. Une société pacifiée, et on pourrait la décrire de diverses façons, mais si on regarde comment ça s'exprime au niveau du système alimentaire, ça s'exprime à travers la cogestion de l'agriculture. Jean-Claude en a parlé hier, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des dominants qui fixent les règles du jeu. Et que donc, pour cette majeure partie, on va être sans arrêt en train de perdre, et on va devoir obéir à des règles qui ne correspondent pas à nos aspirations. Ça veut dire quoi dans le système alimentaire aussi, si on s'intéresse brièvement à la précarité? Ça veut dire essayer d'organiser une cogestion de la pauvreté. Aujourd'hui, comment ça s'exprime? Avec des espèces de partenariats du public qui délèguent certaines missions au privé, notamment l'aide alimentaire ou aux associations, sans donner les moyens d'agir, par exemple, mais aussi en utilisant beaucoup la philanthropie. Et donc, en ayant quand même cette perspective que ce sont les plus riches, donc encore une fois des dominants,
qui vont venir décider et affirmer ce que les autres doivent manger. Donc à ce titre-là, finalement, qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation ou la mise en sécurité sociale de l'alimentation? Eh bien, c'est imaginer et construire ensemble, en fait, qu'est-ce qui va réparer, qu'est-ce qui va faire face à cette violence. Et du coup, ça nous impose quelque chose que peut-être on fait encore trop peu, ça nous impose de regarder ce que Bernard Friot appelle, à travers la contre-révolution, en fait, les exploits de cette contre-révolution, les exploits de ce capitalisme, en fait, qui, quand même, de manière assez spectaculaire, prennent sans arrêt de plus en plus de place, où tout ce que il nous semble normal, en fait, de combat, d'agir, bah, ça devient anormal. C'est-à-dire que vouloir que tout le monde mange à sa faim, aujourd'hui, ça devient anormal, ça devient un combat, et on va se situer dans la conquête. Donc voilà, je pense que pouvoir comprendre qu'on fait face à des violences et qu'on est loin d'atteindre ensemble collectivement un objectif de paix parce qu'on est en pacification, ça nous permet aussi de prendre en compte peut-être ceux qui sont absents aujourd'hui, les plus riches, dont la violence est extrême, et c'est bien face à ça qu'on doit répondre. Je le dis parce que souvent on se trompe d'adversaire et on se tire dans les pattes les uns les autres, c'est pas là que ça se joue. Si on veut gagner, c'est en face en fait qu'il faut comprendre. Concrètement, la violence, c'est quoi? C'est ne pas pouvoir choisir ce qu'on mange, c'est acheter consciemment des choses qui sont mauvaises pour la santé? Je pense que ça va bien plus loin que ça en fait. C'est éparse et que du coup, il faudrait plus de temps en fait pour pouvoir décrire tout ce que ça produit. C'est des violences en fait qui sont à la fois symboliques, qui sont à la fois éthiques, qui sont structurelles. Donc parler de ces violences-là, c'est vouloir en sortir face à la violence. Qu'est-ce qu'on met en place? Jean-Claude Balbo, hier, il nous disait, et il avait cette expression, cette métaphore, qu'en tant que paysan, il se sentait sous les bombes. Et je pense qu'on est beaucoup à se sentir en fait dans cet état d'urgence. On se dit mais c'est quoi le prochain truc qui va nous arriver? C'est bien parce qu'on se dit ça que cette stratégie du choc qui est développée par Naomi Klein marche en fait, qu'on accepte n'importe quoi et n'importe comment en fait. Peut-être que pour le décrire et pour montrer dans quelle perspective ça nous mettrait en fait de sortir du champ dans lequel on pense d'habitude. J'avais un peu deux exemples, et des exemples qui viennent aussi de ce qu'on expérimente dans les caisses. La première, quand je parle de la violence des riches, c'est que très vite, on se rend compte que les personnes qui économiquement pourraient tout changer ne viennent pas et elles ne viendront pas. C'est-à-dire que quand on dit que c'est une perspective révolutionnaire, ça vient nous poser une question de fond. En fait, comment on va conquérir et comment on va exiger que ceux qui dominent changent les règles? C'est pas eux qui vont les changer, vous l'avez bien compris, et puissent en fait donner leur part. Parce que là, aujourd'hui, avec justement ce système où on leur propose de donner avec des contreparties, eh bien, celui qui paye de l'impôt, en fait, il permet aux riches de payer moins cher quand il doit redistribuer sa part. Ça fait partie des formes de violence, en fait, de sortir de là. Et de manière plus petite, hier, en écoutant ce que nous proposait de réfléchir Ben Assayag, en le mettant en lien avec ce que nous, on traverse dans les différentes expérimentations, etc., en parlant, parce qu'on en a parlé hier, des personnes qui étaient absentes et qu'on n'arrivait pas à toucher, bien sûr, je pensais à la fois aux plus riches, mais je vous le dis, là, pour le coup, va falloir trouver la bonne stratégie et les bonnes tactiques pour y répondre. Mais je pensais aussi, finalement, on a eu ici, quand Bernard Friot est venu dans cette salle, l'intervention d'un jeune homme, Djibril, des cantines solidaires. Et cette intervention, pour moi, elle est importante parce qu'elle m'a fait prendre la mesure de quelque chose. Elle m'a fait prendre la mesure, en fait, de ces personnes sans papier qui s'organisent, qui développent des cantines et qui sont en train de gagner cette capacité dans leur droit à l'alimentation. Et finalement, c'est dur à attraper dans nos critères de conventionnement. Parce que c'est pas bio, parce que ça respecte pas le droit du travail, parce que tout ça. Sauf que c'est du déjà là. C'est du déjà là, et dans cette conquête, c'est hyper fort. Et ça me semble important parce qu'aujourd'hui, dans cette façon de faire la paix, si on est trop dans nos dogmes de ce qui doit être parfait et qu'on n'arrive pas à s'entendre, à regarder en fait quelles sont les luttes qui vont dans le même sens, eh bien on va se tromper d'objectif. Et donc on va reproduire des violences symboliques.
au lieu d'accueillir celui qui a à nous présenter des choses, eh bien, on va être encore une fois dans une perspective coloniale en lui disant comment il doit repenser sa cantine pour qu'il y ait les bonnes normes, comment un paysan doit cultiver pour arriver à avoir un meilleur rendement en bio. Et c'est tout ça qu'il faut transformer aujourd'hui. Et c'est à ces enjeux-là que je pense la mise en sécurité sociale de l'alimentation peut répondre. Merci beaucoup. Nicolas Verzotti, à quel problème ça répond du point de vue agricole et du point de vue des agriculteurs et agricultrices, cette idée d'une mise en sécurité sociale de l'alimentation? C'est quoi le problème aujourd'hui en quelques mots concrets? Alors dans ce projet politique ambitieux et qui porte en fait une grosse dose de démocratie qui manque aujourd'hui dans notre système alimentaire, en fait, socialiser l'accès à l'alimentation, c'est mettre au centre de la démocratie alimentaire, donc permettre aux gens de reprendre la main sur leur alimentation et déjà commencer par dire que l'alimentation, ça ne va pas concerner que le monde agricole, mais ça nous concerne toutes et tous. Les CIVAM, avec d'autres organisations, le Secours catholique, Solidarité Paysan, la Fédération française des diabétiques, on a produit une étude qui s'appelle l'injuste prix de notre alimentation, qui a mis un coup de projecteur sur le système alimentaire et qui a mis en évidence en fait que ce système il produit des injustices énormes et que il laisse les laissés pour compte du système alimentaire aujourd'hui tel qu'il fonctionne sont d'un côté les producteurs, les paysans, les paysannes, et de l'autre côté les mangeurs. Et socialiser l'accès à l'alimentation, une sécurité sociale de l'alimentation, est une réponse rationnelle en fait pour apporter, avec encore une fois une grosse dose de démocratie, des réponses aux injustices structurelles qui sont générées par la façon dont fonctionne notre système alimentaire. Et concrètement, en fait, aujourd'hui, on sait que les pouvoirs publics soutiennent à coût de milliards, c'est plus de 60 milliards qui sont injectés dans le système alimentaire, et là c'est clairement documenté et chiffré dans cette étude, donc c'est beaucoup d'argent qui sont injectés dans le système alimentaire, mais qui profitent qu'à certains acteurs. Alors pour être très clair, il y a un graphique qu'on trouve dans l'étude qui montre que depuis les années 70, en 25 ans, le prix des denrées agricoles ont été divisés par 2, et au même moment, en fait, les bénéfices nets des entreprises de la transformation et de la distribution, eux, ont explosé. En 2021, ils cumulaient 21 milliards de bénéfices nets. Mais ce qu'il faut mettre en vis-à-vis de ce chiffre, c'est que les pouvoirs publics, l'État, concèdent des avantages fiscaux, des exonérations fiscales, concèdent des exonérations sur les cotisations sociales. Donc, autrement dit, on prend du salaire différé à tous les gens, d'accord, pour donner en fait ces moyens, cet argent, à certains acteurs qui sont les mêmes, transformation et distribution, en fait. Et en fait, ça représente 19 milliards d'argent public. Donc, quand on met en vis-à-vis les 21 milliards de bénéfices nets de ces acteurs et les 19 milliards de cadeaux fiscaux et d'exonération de cotisations sociales, donc on retire du salaire, du revenu différé aux gens, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a, on pourrait dire, un capitalisme de connivence où en fait, on prend aux uns pour donner à certains. Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, pour le monde agricole, en fait, c'est une façon de reprendre la main, mais pas n'importe comment, en se mettant autour de la table avec nos concitoyens, concitoyennes, et de reprendre la main sur ce qui doit définir notre système de production, ce qui doit définir notre modèle de distribution. Et en fait, ça, encore une fois, ce sont des décisions qui n'appartiennent pas qu'à certains acteurs, pas qu'au monde agricole, bien au contraire. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est dire on le fait tous et toutes ensemble. Et là, en fait, il faut rappeler que dans les 3 piliers en fait, d'une sécurité sociale de l'alimentation, il y a ce fameux pilier du conventionnement. Et c'est là, en fait, où, en connaissance de cause, avec une forte dose de démocratie, on doit organiser sur le territoire, à travers, encore une fois, parce que la démocratie, ça s'organise, hein, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'organise, et c'est précieux. Je participe, moi, en tant que paysan, donc les CIVAM, c'est avant tout une association d'éducation populaire, où on se donne les moyens en collectif pour justement en fait trouver des solutions, aussi bien pour ce qui concerne nos fermes que l'environnement économique de nos fermes et tout ça. Et donc en fait, c'est ça qui est important, c'est rappeler que ce pilier du conventionnement, c'est de reprendre la main pour les gens, enfin les citoyens et citoyennes, et donc le monde agricole, et se dire que l'alimentation, et c'est l'endroit en fait là où il faut bien le situer, c'est que ça concerne autant l'environnement
que l'agriculture, que la solidarité et que la santé. Merci beaucoup. Il y a quelques chiffres que je voudrais rappeler qui sont marquants, à mon avis. C'est 18% de paysans sous le seuil de pauvreté, paysans et paysannes. 12 millions de Français, Françaises sous le seuil de pauvreté également, dont 6 à 8 qui reçoivent de l'aide alimentaire. Donc sans doute beaucoup d'autres qui ne mangent pas à leur faim, qui ne choisissent pas en tout cas ce qu'ils mangent. Et donc tout ça, c'est des questions qui sont fondues dans cette imagination d'une sécurité sociale de l'alimentation. Sarah, peut-être, c'est quoi les piliers dont on parle et comment ça fonctionne? On parle de quelque chose d'utopique encore pour l'instant, on est d'accord? Après, on va voir comment c'est expérimenté localement. Mais quels sont un peu les 3 grands piliers qu'on reprend de la sécurité sociale de la santé et qui pourraient s'appliquer dans l'alimentation? Donc il y en a un premier qui a été présenté, c'est le conventionnement démocratique, mais j'y reviendrai après, de manière, il a été déjà très bien présenté. Le premier pilier, c'est l'universalité, c'est-à-dire qu'on crée un droit pour tous. Toutes les personnes sont concernées. C'est pas une politique pour les pauvres ou une politique pour les riches. Ça, concrètement, ça se traduit par, dans la proposition telle qu'elle est aujourd'hui, formulée par le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation, c'est 150 € par personne et par mois pour une alimentation qui sera conventionnée. Donc 150 € par personne et par mois, ça fait qu'une famille de 4 personnes, elle reçoit 600 € sur un mois. Donc c'est un budget qui est conséquent et qui permet d'accéder à une alimentation qu'on a choisie. Donc ces 150 €, ils sont fléchés vers un réseau de professionnels de l'alimentation qui est conventionné. Et donc ce conventionnement, il est fait au sein de caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation, qui seraient sur des territoires à définir, qui permettent de faire fonctionner de la démocratie directe, et qui seraient articulés avec une instance nationale sur un certain nombre d'enjeux globaux comme le climat ou l'eau, etc. Donc au sein de ces caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation, on retrouverait des citoyens et des citoyennes qui seraient formés aux enjeux du système alimentaire, donc qui pourraient prendre des décisions en connaissance de cause sur les enjeux climatiques, écologiques, sociaux, économiques, pour définir les conditions sociales et environnementales de la production à la distribution de l'alimentation. Ce qui permettrait ensuite de conventionner, donc de contractualiser avec des professionnels qui répondent à ces critères définis démocratiquement. Et le troisième pilier, c'est celui de la cotisation sociale. Donc jusqu'à, peut-être que c'est 1967, je ne sais pas à quel moment il y a des impôts qui sont venus abonder dans le régime général de sécurité sociale, mais 80. Mais avant ça, ça a fonctionné uniquement par de la cotisation sociale, donc par de la socialisation d'une partie de ce qu'on produit en travaillant et en vivant, en fait, simplement. Donc c'était à la fois les travailleurs salariés et indépendants, mais aussi les chômeurs, les retraités, qui contribuaient à cette manne financière qui permet de créer un droit pour tous et pour toutes. Donc cette cotisation sociale, il y a des simulations qui ont été faites, qui seraient certainement à approfondir, qui proposent de socialiser 10% de cette valeur produite par le travail, et ce qui permettrait d'avoir 120 milliards d'euros à redistribuer sur l'ensemble des personnes qui vivent en France, sous forme de 150 € par personne et par mois. Et du coup, concrètement, mais peut-être Eric, vous êtes tous les deux représentants chacun d'une expérimentation de la SSA de façon locale. Et Bénédicte, toi tu accompagnes aussi des projets. Qu'est-ce concrètement, aujourd'hui, la claque, c'est combien de personnes qui reçoivent quoi, ça fonctionne comment, très concrètement? Qui ne reçoivent pas des claques, je précise. La première chose que je dois dire, c'est que nos expérimentations à l'heure actuelle n'expérimentent pas du tout la sécurité sociale de l'alimentation. Et que, parce que comme vient de le dire Sarah, on n'a aucune capacité à mettre en place l'universalité. Sur un village comme Cadenay, 4300 habitants fois 150 €, ça fait 8 millions d'euros. Une fois, j'ai envoyé un dossier de subvention au conseil départemental du Vaucluse. Je n'ai pas eu de réponse. Ils ne sont pas prêts à lâcher 8 millions d'euros comme ça. Donc l'universalité en tant que telle, elle n'est pas possible. Le prélèvement de la cotisation sociale, il n'est pas possible non plus. On peut aller essayer de braquer
les 3 entreprises du territoire, mais en leur demandant de payer pour une cotisation qui n'existe pas, je serais dans l'illégalité de le faire, donc je ne vais quand même pas me lancer là-dedans dans un premier temps. Et donc en fait, nos expérimentations, elles sont beaucoup plus appuyées sur le 3e pilier de comment construire un conventionnement démocratique. Parce qu'une fois qu'on a cité les 3 piliers, qu'on a cité tous les enjeux, etc., bah super, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, quoi. Maintenant, on est dans un pays dans lequel on doit construire des espaces de discussion démocratique, parce qu'ils n'existent pas. Qu'on vit dans un monde moderne peuplé d'ordiphones et de réseaux sociaux qui nous ont fait s'éloigner les uns des autres, qui nous créent des groupes sociaux de plus en plus petits et avec des incapacités de plus en plus fortes à communiquer les uns les autres parce qu'on s'enferme dans des groupes. Donc faire démocratie aujourd'hui, c'est très compliqué, hein. Je vois dans mon village, il y a des tensions entre les chasseurs et les promeneurs dans la montagne, il y a des tensions entre les joueurs de boules et le club de tennis, il y a des tensions entre le café associatif de Bitnik et le machin. Enfin, tout le monde a des tensions par rapport à un autre groupe social pour lequel, par contre, on a tous en point commun de vouloir bien manger. Maintenant, comment est-ce qu'on construit les conditions de ces espaces démocratiques? En fait, c'est ça qu'on vient travailler, je pense, principalement dans nos expérimentations. Peut-être juste, Eric, pour que les gens comprennent de quoi on parle, vous êtes combien de personnes J'allais y venir. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, ce qui s'est passé à Cadenet, c'est qu'on a mis en place une sorte de convention citoyenne de l'alimentation. Un peu comme il y a eu la convention citoyenne pour le climat. Et cette convention citoyenne, elle a permis à des habitantes du village de passer 2 ans et demi à travailler un projet commun. Et à l'issue de ces 2 ans et demi, c'est long hein, à se voir tous les 15 jours pour des réunions de 3-4 heures sur lesquelles on prenait du temps, on essayait de comprendre des phénomènes complexes et des choses comme ça. Et donc là, on a eu pendant 2 ans et demi 25 personnes qui se sont mobilisées, qui n'ont pas lâché l'affaire, qui se sont rencontrées et qui ont, à l'issue de tout ce travail, créé un système de conventionnement de l'alimentation dans le village qui concerne 3 lieux de vente. 3 lieux de vente dans lesquels 35 personnes peuvent venir faire leurs achats et se faire rembourser de leurs achats en fonction d'une grille qui va, pour chaque produit, leur dire si ce produit il est pris en charge à 0%, à 30%, à 70% ou à 100%, en fonction de son niveau de désirabilité alimentaire, de désirabilité du système alimentaire. Tu peux donner un exemple ? Tu me donnais l'exemple du pain, mais je sais pas s'il y en a d'autres. On peut prendre l'exemple du pain ou du fromage, par exemple. Une personne qui va aller... le fromage qu'on va trouver dans un supermarché qui est fabriqué dans une usine dans le Jura avec un nom d'un fromage normand. J'ai découvert que le camembert président était fabriqué dans le Jura il y a quelques mois. Celui-là, on peut dire qu'il est conventionné à 0%. Une coopérative qui va qui va collecter le fromage de plusieurs fermes pour en faire un fromage local avec un agrément AOP, etc. En fonction qu'il soit bio ou pas bio, il sera pris en charge à 30% ou à 70%. Et un GAEC d'éleveurs transformateurs qui vont faire naître leurs brebis, les faire pâturer dans les espaces naturels des collines autour de chez nous, qui va lui-même transformer son lait en fromage, lui sera pris en charge à 100%. Tu veux préciser quelque chose, Nicolas ? En fait, juste pour finir, c'est que ça permet à chacun de rentrer à un niveau dans la grille de conventionnement, et aussi bien de rentrer à 0 qu'à 70 et d'avoir une marge de progression pour faire avancer le système alimentaire dans ce sens-là. C'est important dans ce que Eric nous décrit là, c'est qu'on a toutes et tous là défendu cet horizon, le droit à l'alimentation. Dire que se nourrir, ça ne doit pas être un privilège, se nourrir, c'est un droit. Et ces expérimentations, en fait, elles viennent mettre en œuvre comment refaire démocratie autour de ce sujet qu'est l'alimentation,
mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je serai habitant de Cadenet, je participerai à la caisse locale, eh bien, je viendrai en connaissance de cause participer aux échanges, aux débats, pour prendre la décision de dire on va conventionner ou pas ce fromage. Et là, en fait, on a bien défini l'horizon, on a la capacité de se dire, ben, voilà un des moyens d'y arriver. Et ce moyen, il n'est pas n'importe lequel, hein, encore une fois, c'est de le faire de façon démocratique. Et ces expérimentations, aujourd'hui, elles ont cette vocation de rappeler que nous toutes et tous, en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 10 experts là, parachutés par le ministère de l'Agriculture pour nous dire ce que c'est que l'agriculture durable ou pas. C'est nous qui sommes en capacité de le pouvoir, en connaissance de cause, encore une fois, se positionner sur ce qu'est la durabilité ou pas. La convention citoyenne, en fait, c'est ça, hein, entre autres, qui se veut. Donc l'enjeu de ces caisses d'alimentation, ces expérimentations, il est là. C'est de se dire, mais en fait, c'est à nous. Là, on mesure aujourd'hui de façon rationnelle et concrète les limites de la représentativité. Il faut qu'on reprenne la main. Et en fait, ces expérimentations, elles viennent nous montrer que oui, on peut reprendre la main. C'est à nous, en fait, de le faire. Voilà. Et ça, c'est quand même important de le dire. Le truc de la Convention citoyenne, c'est qu'à faire venir dans notre assemblée des témoignages des experts, des universitaires, en fait, c'est que ça, de cette fameuse connaissance de cause, elle nous permet surtout de travailler ensemble, de sortir des oppositions des « moi je pense que », hein, ça on l'a au PMU, on l'a sur Hanouna, etc. Et comment est-ce qu'on est capable de construire des « nous pensons que », de « nous voulons ça », et c'est ce truc-là qu'on vient travailler au-delà de savoir combien de personnes reçoivent combien. En fait, c'est comment ils ont construit une fresque pour leur alimentation durable et comment ils essayent aujourd'hui. Là, notre expérimentation, elle va s'arrêter dans 1 mois et demi parce qu'on n'a plus d'argent. Et bien pour autant, le groupe a déjà construit tout ce qu'il allait faire dans les années à venir parce que au-delà de simplement distribuer ou recevoir 150 balles par mois, ils ont envie de faire changer et de transformer le système alimentaire, quoi. Merci. Bénédicte, peut-être sur les caisses que tu connais, comment ça fonctionne, ou pardon, Sarah, peut-être sur celle que Caisse Alim, et ensuite Bénédicte pour généraliser un petit peu le propos. Désolée. Donc, à Caisse Alim, ça fonctionne comment? Ça concerne combien de personnes? Et quels effets vous pouvez déjà raconter aujourd'hui? Oui. En fait, j'avais envie de faire un tout petit retour, si je peux, juste sur le lien entre, parce que je me rends compte qu'on ne l'a pas vraiment expliqué, sur en quoi les 3 piliers répondent aux enjeux. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment très évident à comprendre, mais très rapidement, c'est de dire que par le conventionnement démocratique et le fléchage de 120 milliards d'euros, on permet de créer des débouchés économiques pour les professionnels de l'alimentation qui répondent à des critères de durabilité écologique, climatique, sociale, etc. Donc on permet de transformer le système alimentaire par le conventionnement. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui a été forcément très clair voilà, juste à la fin de la présentation. Et du coup, la question sur la caisse de Toulouse. Ouais. À Toulouse, comment donc là, à Cadenet, on a compris 35 personnes, 150 € par mois. C'est essentiel. C'est uniquement de la subvention, n'est-ce pas, Eric? Voilà. À Toulouse, j'ai l'impression que c'est différent. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le fonctionnement de cette caisse? Alors, je fais un petit retour peut-être donc à Toulouse, on a démarré en 2023. On a démarré sur 4 territoires de l'aire urbaine toulousaine, au nord, sud, est, ouest, parce qu'on voulait créer des petits comités citoyens qui soient vraiment dans des ensembles de quartiers où les gens sont des voisins et des voisines les uns des autres et se rencontrent. Parce que ces espaces-là, c'est aussi permettre à des gens qui ne se seraient jamais croisés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes professions, ils ne sont pas des mêmes classes sociales, ils ne sont pas dans des mêmes vies, de se rencontrer et d'échanger, de recréer du dialogue et du lien, parce que c'est aussi ça, faire démocratie. C'est faire démocratie tous ensemble. Et donc aussi venir dynamiser un petit peu les territoires, voilà, et faire du lien avec les acteurs du territoire. Donc on a fait le choix d'avoir des comités citoyens sur des échelles de bassins de vie, donc des ensembles de quartiers. Et on a constitué des groupes d'une vingtaine de personnes sur chacun de ces territoires qui, pareil, hein, c'est quelque chose qui est très semblable dans toutes les expérimentations dont vous avez entendu parler hier et dont vous entendrez parler aujourd'hui. C'est avoir un temps de montée en compétences ou un parcours d'apprentissage sur les enjeux du système alimentaire
pour que tout le monde se sente légitime à prendre des décisions à un moment donné, parce que j'ai l'impression que j'ai les connaissances et que je peux m'exprimer. Aussi parce que ça fait 8 mois que je côtoie des personnes, et du coup je me sens un peu plus à l'aise aussi pour prendre la parole si j'étais un peu timide à la base. Et aussi parce que voilà, pour sortir du moi je pense que si, etc., avoir aussi des données un peu concrètes sur les objectifs sur lesquels on peut réfléchir tous ensemble. Donc il y a eu cette phase-là de montée en compétences. Et ensuite, une phase de définition du fonctionnement de la caisse. Donc c'est là où on expérimente vraiment le fonctionnement démocratique, c'est les personnes qui participent, qui vont décider de, bien sûr, quels sont leurs critères de conventionnement, donc ces fameuses conditions sociales, écologiques de production, transformation, distribution de l'alimentation. Est-ce qu'on veut que ce soit bio ou pas bio? Est-ce qu'on veut des pesticides? Est-ce qu'on veut que les animaux y soient dehors? Ou est-ce que l'élevage intensif, c'est OK? Est-ce que, quelle place des travailleurs migrants dans les fermes? Enfin voilà, toutes ces questions-là qui sont très prégnantes en fait dans le système alimentaire. De définir ce cahier des charges et ensuite de définir des guides d'entretien qui sont un peu des bases d'échange avec les professionnels. Qui sont pas des oui ou non, il est bien ou il est pas bien, mais plutôt de chercher à comprendre les choix des professionnels et les contraintes qui les poussent à faire ces choix. Donc ça, c'est la partie conventionnement. Et ensuite, il y a toute une partie fonctionnement, donc de choisir comment va fonctionner la caisse, donc quel sera son système monétaire, donc combien je vais contribuer ou cotiser. C'est pas de la cotisation sociale, hein, encore une fois, on l'a bien dit, c'est une contribution volontaire. Donc en fonction de quel indicateur économique on va baser la contribution volontaire ou la cotisation, quels seront ces seuils de cotisation, comment on va cotiser, est-ce que c'est en espèces, est-ce que c'est par virement bancaire, est-ce que voilà. Comment on va recevoir le budget alimentaire et quel sera le montant de ce budget alimentaire, donc l'allocation alimentaire. Donc nous, le choix, ça a été que ce soit 100 € par personne, sachant qu'il peut y avoir entre 1 à 2 personnes cotisantes dans le foyer. Donc ça peut aller jusqu'à 200, un équivalent de 200 €, qui est dans une monnaie alimentaire qui s'appelle la Mona, à l'instar de la caisse de Montpellier qui a précédé la caisse de Toulouse. Les gens contribuent de combien? Et donc il y a des personnes qui vont mettre 4 €. Il y a des personnes qui, il n'y a pas de plafond, hein, donc on a des gens qui mettent 300 €. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ou 200 € tous les mois. Quel que soit le montant de notre cotisation, on reçoit 100 €. Donc que je mette 5 € ou 150 €, je reçois 100 € sous forme d'une monnaie alimentaire sur une carte qui ressemble à la carte Vitale, mais qui est rouge et jaune, et qui s'appelle la carte Vitalim, et qui permet ensuite de payer ses achats dans le réseau des professionnels qui ont été conventionnés. Pour faire revenir un petit peu sur le conventionnement, donc une fois qu'on a ces guides d'entretien et qu'on allait rencontrer les professionnels, qu'on leur a posé des questions, c'est donc les personnes qui vont faire ce travail-là. Il y a une restitution qui est faite dans les comités citoyens pour ensuite que ce soit qu'il y ait une décision qui se prenne. Donc nous, les modalités de prise de décision, c'est du consentement, donc il faut que personne ne soit contre. Voilà. Donc, il peut y avoir des gens qui s'abstiennent, mais il faut que personne ne soit contre le conventionnement de tel ou tel professionnel. Voilà, je pense que en gros c'était ça. Et pour finir rapidement, donc on a lancé le fonctionnement de ces 4 caisses donc de manière indépendante. Donc chaque comité citoyen a fait ce travail. Ils avaient quand même déjà la même monnaie, et que le professionnel soit conventionné par la caisse du Sud ou par celle du Nord. Moi, je peux aller en tant qu'adhérent de l'Est faire mes achats dans tout le réseau des professionnels conventionnés. Et aujourd'hui, on a créé l'association qui s'appelle Caisse Alim, parce que c'est le nom du projet, et qui articule ces 4 caisses d'alimentation ensemble. Et on est encore en train de... Voilà, on a les statuts, mais il y a un règlement intérieur, et ça prend beaucoup de temps à construire, parce que ça formalise tout ce qu'on a essayé d'expérimenter en termes de démocratie et de participation. Et c'est 350 foyers en tout, c'est ça? Oui, c'est 350 foyers, ce qui fait un peu moins de 800 personnes sur l'aire urbaine toulousaine. Merci. Bénédicte, quels effets ça a? Alors on imagine que les gens mangent différemment, mais ça a sans doute plein d'autres effets. Qu'est-ce que toi tu observes dans les caisses que tu connais et dans ce que tu sais de ces expérimentations inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation? Quels sont les effets? Alors, bon, je pense que déjà, il faut être très humble, c'est-à-dire qu'on commence, quoi.
et que donc là, pour parler des effets, on pourrait un peu regarder en effet Montpellier, Toulouse, ou les caisses plus anciennes, mais c'est encore trop court pour pouvoir établir des mesures. Et là, pour moi, vouloir s'amuser à tout de suite tirer des enseignements de choses qu'on n'a pas eu le temps de s'approprier, bah, c'est tomber dans des pièges qu'on nous tend. Je ne parle pas forcément d'effets chiffrés, mais plutôt qualitatifs. Oui, alors ça a été évoqué. Donc, du coup, je dirais qu'on pourrait citer plein de choses. Le premier effet positif, c'est d'arriver à mettre des personnes qui ne se parlent pas habituellement de ces sujets-là ensemble pour pouvoir en parler. Et du coup, ça nous ramène au comment. Là, dans ce qu'on a décrit des caisses, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que pour qu'une caisse fonctionne, il faut vraiment prendre soin au collectif qui va porter cette caisse. Et ce n'est pas beaucoup de personnes au départ. Et la complémentarité des organisations qui vont porter est importante. C'est-à-dire que si je monte une caisse avec que des organisations issues de l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas du tout avoir la même caisse que si elle est portée par des organisations agricoles et par le secteur de la solidarité alimentaire, par exemple. Et tout ça, en fait, c'est vraiment pas pour dire qu'il y aurait une bonne recette, mais c'est pour expliquer qu'on est dans cette diversité et que donc ça ne va pas conduire à la même caisse. Et que ce comment, sur les territoires, ça produit des choses différentes. Là où on peut rencontrer des difficultés, c'est quand on n'a pas un collectif de coopération solide, où d'entrée de jeu, on va avoir des brèches et on va peut-être fragiliser ce qu'on veut construire par la suite. Donc c'est vraiment très très important de prendre soin de ce collectif de départ et que vous ayez tous en tête qu'il ne s'agit pas d'être très nombreux au départ, mais de se poser les bonnes questions et de pouvoir ensuite embarquer derrière soi. Et finalement, le premier effet, ça va être cette capacité à embarquer tout un tas de personnes autour des questions qu'ils se posent et non pas autour des questions qu'on veut qu'ils se posent. Et donc, voilà, là, c'est là où on sort vraiment l'éducation populaire, où on va en fait essayer de créer autre chose. Et je pense que c'est toutes ces ces petits détails dont on ne parle pas assez, et puis de dire que la caisse, ou le fait d'expérimenter une caisse, c'est un moyen de se rapprocher de la sécurité sociale de l'alimentation ou de la mise en sécurité sociale de l'alimentation, mais ce n'est pas le seul. Et là encore, il y a plein de déjà là sur les territoires, et que peut-être une des choses très très importantes avant de partir, c'est de ne pas oublier les initiatives qui sont déjà en place, pas de créer de frustration, faire en sorte que les gens n'aient pas eu l'impression en fait que quelque chose se passait sans eux alors qu'ils font des trucs depuis 10, 15, 20, 30, 50 ans. Voilà, donc c'est toutes ces précautions qui font que là, on va restaurer de la démocratie. Parce qu'au final, admettons, on n'a plus de financement demain pour continuer à expérimenter. Les graines qu'on plante de savoir-faire et d'entente et les liens qui se créent, ça, en fait, on ne pourra jamais les retirer. Donc, une expérimentation, ça n'a pas vocation à gagner, c'est pas comme un projet. Ça permet en fait de s'essayer à plein de choses et ça permet en fait de garder des collectifs forts, capables d'être transformatifs, parce que c'est de ça dont on va avoir besoin pour l'après. Merci. Sur les effets, Sarah, tu m'as partagé une vidéo avec les bénéficiaires et tous les participants en fait. Il y avait des citations vraiment incroyables. Est-ce que tu peux nous partager peut-être les retours qui t'ont marqué? Oui. Et juste avant, dire que nous, à Toulouse, on avait aussi cette volonté, mais comme beaucoup d'expérimentations, justement d'évaluer les effets, que ce soit sur les personnes ou sur le territoire, parce que c'est aussi les hypothèses de la proposition politique, de transformer le système alimentaire et de permettre un droit à l'alimentation. Donc on avait 2 axes de recherche, et effectivement, les effets, ils sont... c'est pas des effets systémiques, c'est pas les effets de la sécurité sociale de l'alimentation, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que pour ça il faudrait massifier complètement ces expérimentations, mais on observe quand même des effets sur les personnes qui sont très forts. Et c'est aussi ça qui est raconté par les adhérentes et adhérents dans une petite vidéo qu'on avait fait. Et il y a quand même aussi des effets sur le système alimentaire, sur les professionnels qui sont conventionnés, même si c'est symbolique aujourd'hui ces effets-là, parce que, pour prendre l'exemple de Toulouse, 100 € par personne et par mois sur 350 personnes, ça fait 35 000 € par mois qui est fléché vers
réseau, nous on a 93 professionnels conventionnés, donc en fait c'est pas grand-chose pour un système alimentaire. Si on voudrait transformer ce système alimentaire et avoir vraiment un impact dans le chiffre d'affaires de ces professionnels, il faudrait beaucoup plus d'argent. Donc beaucoup plus d'adhérents, d'adhérentes, ou des budgets alimentaires qui soient augmentés pour chacun des foyers. Sur les effets sur les personnes, ce qu'elle raconte, c'est moi ce qui me marque, c'est il y a la question de l'émancipation et le fait d'être considéré. Je trouve que ça c'est quelque chose qui est assez fort. Dans ce que les personnes racontent, c'est en fait quand on vient là, ce qu'on dit c'est noté et ensuite c'est pris en compte. Enfin vraiment, je trouve que ça traduit un pouvoir d'action en fait que les personnes retrouvent. Elles disent des choses et ça se transforme en action qui va directement avoir un impact sur leur vie. Donc ça c'est à la fois très fort et à la fois c'est terrible de se dire que en fait on l'a plus ce pouvoir d'action. Et ensuite, sur l'accès à l'alimentation, là c'est surtout pour les personnes qui vivent des formes de précarité, qui vont cotiser 4 €, 5 €, 10 € et qui se retrouvent avec un pouvoir d'achat qui est en plus fléché vers des lieux dans lesquels elles n'ont jamais mis les pieds. Ou alors, il y en a une qui raconte qu'un jour elle est rentrée, mais elle est partie en courant quand elle a vu les prix parce que c'était complètement en dehors de ses moyens. Donc ça c'est assez fort. Je repense à une adhérente qui disait avant on mangeait des formes et des couleurs et maintenant on a le vrai goût de L'orange sans l'alimentation. l'orange avant qu'on la coupe, elle dit. Ouais, et qui parlent de leurs enfants. Mes enfants, ils me disent maintenant maman, l'orange, elle a un vrai goût d'orange et la banane, elle a un vrai goût de banane. Enfin, donc c'est assez fort. Et une autre adhérente qui raconte la première fois qu'elle a mis le pied dans une biocoop. On a 7-8 biocoop qui sont conventionnés dans le réseau. Et qui avec sa fille et et sa fille elle était super stressée de tout ce que prenait sa mère en disant mais attends mais si ça marche pas, si la carte ça va pas marcher, fais attention, etc. Et sa mère elle disait non mais c'est bon, les autres ça a marché, moi ça va marcher. Puis elle arrive toute stressée à la caisse et puis elle a oublié son code pour payer avec sa carte et voilà bon, voilà. Comment? Non, il y a d'autres moyens de payer. Enfin voilà, elle a fini par le retrouver. Et puis on a aussi des gens dans le réseau des professionnels conventionnés, la plupart qui sont très attentifs aussi à faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Et dans cette biocoop en particulier, le gérant c'est quelqu'un d'assez formidable et qui fait en sorte que il y ait pas d'attente à la caisse, par exemple pour que les gens qui déjà se sentent peut-être un peu mal à l'aise d'être dans ce lieu-là parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être ici, ne se sentent pas stigmatisés de vous payez avec la Mona, bon attendez dans un coin, enfin voilà, pour que l'expérience elle soit pas désagréable mais vraiment agréable. Donc ça a bien fini. Merci beaucoup. Nicolas Verzotti, pour le réseau des CIVAM, pour le maraîcher que tu es, qu'est-ce que ça, peut-être ça change potentiellement déjà pour des collègues, mais qu'est-ce que ça peut changer, cette idée d'offrir de la nourriture à des gens qui viennent chez vous en connaissance de cause, etc. Enfin, qu'est-ce que ça change, encore une fois, pas forcément quantitativement, mais en état d'esprit, on va dire. Alors déjà, faut partir d'un constat très clair, c'est qu'aujourd'hui le monde agricole est dans une impasse. Il est dans une impasse parce qu'il y a eu un contrat social après la Seconde Guerre mondiale où on a modernisé l'agriculture, on s'est engouffré, et là je vais bien caractériser avec ce mot, dans une logique productiviste. En fait, encore une fois, les dimensions industrielles et tout ça peuvent se comprendre, mais là c'est vraiment le terme productiviste qui fait qu'il y a eu des logiques économiques, des logiques qui comme clairement mis à genoux en fait le monde agricole, le monde paysan, qui aujourd'hui se retrouve en fait enfermé dans une logique qui était à l'époque de produire des volumes, donc des gros volumes en fait de production pour compenser des faibles prix de vente, et surtout de se déconnecter de l'issue de ce qu'allait devenir en fait nos denrées qu'on produit dans nos champs, puisqu'en fait tout ça a été ensuite pris en charge par le système alimentaire et on se retrouvait déconnecté en fait de ce qui se passe là en fait dans les caisses, dans les expérimentations de vous, les gens ici, savoir en gros les productions issues de nos champs en fait on se retrouvait confisqué de ce qu'elle allait devenir et confisqué surtout de la valeur qui était produite avec. Voilà, parce que c'est ce que, entre autres, on montre bien dans cette étude, aujourd'hui, en fait, il y a clairement une captation de la valeur par certains acteurs au détriment des mangeurs et des producteurs.
Alors une fois que ça c'est dit, il faut aussi, quand on regarde la profession agricole, s'autoriser à venir interroger qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de ce système, quels sont les freins au sein de la profession. Et là, s'autoriser et l'aider, et c'est là où c'est super au sein de ces caisses, ces expérimentations, avec nos concitoyens, de s'interroger, de venir interroger qu'est-ce qui caractérise aussi notre profession, quelle relation on a au capital, quelle relation on a à la propriété, quelle relation on a à l'usage des ressources. C'est des sujets qu'il ne faut pas prendre n'importe comment, mais aujourd'hui, au sein de la profession agricole, pour certains, et notamment côté CIVAM, une partie du monde agricole ancré, un des piliers de l'agroécologie en France, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas réexplorer les communs? Est-ce qu'il est pertinent que Nicolas il soit propriétaire de son petit hectare et demi, qu'il ait la propriété absolue d'en faire ce qu'il en veut, de balancer du pesticide vous voyez, toutes ces questions-là, en fait, c'est pas qu'aux paysans de se les poser ou de les porter. C'est à nous toutes et tous. Et l'accessibilité alimentaire, c'est pas qu'aux paysans de la porter, c'est à nous toutes et tous de définir en fait comment on doit la mettre en œuvre et comment. Donc en fait, vous voyez là, finalement, derrière on pourrait dire ce projet politique, vis-à-vis de la profession agricole, il y a un formidable levier pour ne pas rester tout seul déjà face à ces enjeux et construire justement les solutions qui seront appropriées. Alors, par rapport aux enjeux sociaux, vous l'avez rappelé, 18% d'agriculteurs et d'agricultrices en dessous du seuil de pauvreté. Par rapport à l'environnement, l'effondrement de la biodiversité, et dans les CIVAM, on est bien là pour en témoigner, hein, c'est des collectifs d'agriculteurs et d'agricultrices qui développent les pratiques agroécologiques. C'est-à-dire que c'est la partie de la profession qui aujourd'hui a clairement démontré que la biodiversité cultivée, tout ça, c'était l'allié de la production sur nos fermes. C'était notre premier allié, donc il fallait préserver la ressource. Donc déjà, ça aussi, c'est une réponse donc, aux enjeux environnementaux. Ensuite, il y a la solidarité. Ce que rappelait tout à l'heure Bénédicte, dire le monde agricole ne peut pas porter la solidarité, toutes les logiques, les réponses d'urgence. Tiens, si tu as trop de carottes, Nico, est-ce que tu peux en donner pour... Non, c'est pas ça. La finalité, c'est que tout le monde puisse accéder à une carotte et en plus de ça, tout le monde puisse choisir la manière dont a été produite cette carotte en connaissance de cause. Donc c'est ça, en fait, qui va venir aussi dans l'intérêt du monde agricole. Et ça, c'est heureux que de se dire on a ces perspectives-là, encore une fois, dans le dialogue qu'on va organiser et dans l'espace démocratique, alors qu'on l'appelle caisse alimentaire, qu'on appelle sécurité sociale de l'alimentation. L'idée, encore une fois, c'est de se dire on ne va pas laisser tout seul dans son coin le monde agricole avec et puis surtout les mauvaises politiques publiques qui sont déployées depuis des décennies. Là. Non, non, non. Au contraire, on met par la bonne entrée avec l'alimentation au centre les citoyens, enfin en tout cas au centre la démocratie alimentaire pour organiser tout ça. Merci beaucoup. Le temps file. Je vous propose que je voudrais juste dire un ou deux points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, puis qu'on ouvre à la discussion, et je pense que le reste va venir dans la discussion. Vous disiez, c'est très important que ce que vous faites, ce n'est pas la sécurité sociale de l'alimentation, c'est des expérimentations inspirées de ça, de ce que serait une SSA au niveau national, parce qu'elle est nationale ou elle n'est pas en fait, la SSA. C'est ça qu'il faut... Macroéconomique, ok. Il y a également des limites. Il faut que les personnes soient très bien formées. C'est ce que tu me disais, Bénédicte, quand on préparait. Il ne suffit pas d'avoir quelques bénévoles motivés dans un coin. Il faut vraiment avoir des gens qui sachent animer les discussions, faire démocratie, etc. Et puis, il y a la grande question de, ok, comment on met ça en place concrètement? Mais je pense que ça va venir dans les discussions. Je vous propose qu'on ouvre aux questions de la salle et puis que vous puissiez élaborer. Est-ce que vous avez des questions, messieurs et mesdames? Donc, je me fais l'écho de la phrase. Alors, je vais, en toute humilité... Je vais juste répéter la question. La dame demande combien sont les agriculteurs, agricultrices à penser comme ce qu'a décrit Nicolas? On va vous compter. Non, alors... Oui, alors, en toute humilité, déjà vous dire que le réseau des CIVAM, par exemple, le réseau d'agriculteurs et d'agricultrices des CIVAM, c'est un peu plus de 10 000 adhérents sur tout le territoire.
Mais votre question, je vais, si vous permettez, faire un pas de côté et dire que souvent on présente le monde agricole comme quelque chose de très hétérogène, comme quelque chose de très homogène et tout ça. Au contraire, c'est très hétérogène. C'est très hétérogène, il faut le dire. Il y a différentes conditions. Vous savez, entre le maraîcher au fond du Vaucluse et l'éleveur laitier au fond du Finistère, il y a des politiques publiques différentes. Vous voyez, donc c'est très 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 différent. Et c'est, j'ai envie de dire, il y a aussi des déclinaisons géographiques, tout ça. Bon, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que attention à ne pas tomber dans le piège de prendre en considération ou trop en considération ce qu'on entend dans les actualités, dans les médias, hein, cette tonalité où on aurait un monde agricole soudé qui ne veut plus de normes, qui veut produire de n'importe quel. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a un nombre d'agriculteurs, d'agricultrices qui sont ouverts à qui en tout cas font le constat qu'on est dans une impasse avec des systèmes de production qui sont aujourd'hui corrosifs pour les ressources qu'on utilise et dont on a besoin en fait pour produire. Et mais en fait, il y a une telle pression économique, une telle comment dire cloisonnement, un tel cloisonnement en fait qui fait que on n'entend pas assez ceux qui justement cultivent des solutions, en tout cas portent un discours alternatif. Donc tout ça pour dire qu'on est nombreux, il faut qu'on le soit encore plus. Et j'ajouterai une chose, c'est qu'aujourd'hui le monde agricole il est en mutation. Et il y a un enjeu qui sera d'accueillir de la bonne manière les non issus du milieu agricole pour justement, et là c'est, je le dis avec vraiment beaucoup de bienveillance pour tous les collègues, les non issus du milieu agricole qui aujourd'hui tapent à l'entrée de la profession pour dire nous on veut devenir paysan-paysanne, c'est aussi une formidable opportunité d'ouvrir la voie vers justement une progression. Voilà. Donc on est nombreux et nombreuses. Bon, je ne vais pas monopoliser, mais juste pour vous dire que en tant que activiste, oui, militante, oui, apprentie maraîchère, éboueuse, urbaine, je pressens tout ce que vous dites là, c'est pas nouveau pour moi, mais par exemple, vous dites on est tous dispersés, éparpillés, on ne sait pas bien se compter. Par exemple, en ce moment, le collectif des doléances, vous allez dire, mais je suis hors sujet. Je ne crois pas. Le collectif des doléances est en train de mettre, de rassembler, de collecter, de transcrire toutes les demandes de partout, de ce qui a été fait il y a 7-8 ans. Utiliser ce médium-là, qui est ultra, comment on peut dire, intègre, ultra honnête, hein, puisque c'est venu d'un tout petit village de l'Oise, le maire, qui a refait tout un mouvement. Ça peut être des bons intermédiaires ou des bons messagers, des bons tuyaux, des bonnes filières. Parce qu'il faut voir l'intégrité des gens aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont là, opportunistes. Alors il y a les grands prédateurs dont vous avez parlé, madame, magnifiquement, bravo. Vous avez dit les dominants. C'est des prédateurs, hein. C'est des vrais prédateurs. Puis après, il y a les petits prédateurs, ceux qui viennent un peu chercher comme ça l'aubaine, et puis les intègres, hein. Et je crois que, je ne sais pas, il y a sûrement plein d'autres idées, mais pour faire passer plus vite les choses, bien repérer les intègres pour que ça puisse aller jusqu'au bout. Merci. Longtemps, de façon robuste, comme dit Olivier Hamon. Hein? Merci. Merci, madame. Quelqu'un a dit aussi faire des collectifs qui puissent être transformistes. Hein, qui puissent tenir le choc de l'adaptation. Voilà, je pense à ces filons, enfin, ces couloirs. Très bien, merci beaucoup pour cette suggestion. Il y a une question ici, attendez. Je vais faire merci.
Merci pour ces explications, Nadège Madrol, pour le projet Tous à table à l'île de la Réunion. J'ai 2 questions. Alors une qui me taraude depuis hier, parce que j'avais déjà entendu qu'à Toulouse, vous veniez de créer l'association, et je me disais, mais avant l'association, il y avait quoi? Voilà, première question. Et la deuxième, en termes de contribution, est-ce qu'il y en a qui ont testé des contributions en nature, soit alors à La Réunion, on a beaucoup d'arbres fruitiers toute l'année, et donc du coup, des personnes qui arrivent pas, qui ont des arbres et puis les fruits tombent à terre, et personne pour les ramasser. D'autres qui ont la force de travail et qui pourraient aller les ramasser. Des retraités qui ont une voiture. Enfin voilà. Est-ce que ce genre de contributions ont été testées dans vos systèmes? Qui veut répondre Eric, peut-être ou Sarah? Je peux répondre à la première question et après à la deuxième peut-être. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'association? Donc en fait, le projet il a démarré sur un consortium de 16 acteurs du territoire toulousain et il a été coordonné pendant 2 ans par l'INRAE, l'Institut de recherche en agronomie, enfin agriculture, alimentation et environnement. Ok. Et donc donc il y avait l'INRAE, il y avait aussi des acteurs de l'enseignement, l'école d'ingénieurs et le lycée agricole. Et après, tout un tas d'associations qui travaillent sur l'accès à l'alimentation, le bien manger, l'agriculture urbaine, la culture, des associations de quartier aussi, dans des quartiers populaires, prioritaires, petits de la ville. Ils changent souvent de nom, ces quartiers-là. Et parmi les associations aussi, le Sol Violette, qui est la monnaie locale de Toulouse, enfin de la Haute-Garonne, et qui a été d'un grand soutien technique pour mettre en place le système monétaire notamment. Et donc sous forme de collectif informel? Collectif informel, avec des comités de pilotage qui se sont très vite transformés en assemblées. En fait, dès qu'on a eu la constitution des comités citoyens, ces comités de pilotage sont devenus en fait des assemblées générales des comités citoyens tous les ans, et les partenaires venaient plus en appui pour soutenir la volonté des comités citoyens plutôt que dans une perspective de pilotage ou d'orientation du projet. Et donc nous, il n'y a pas de participation en nature. En fait, en tout cas, elle n'a pas d'impact sur le fait de cotiser plus ou moins. Je ne sais pas si c'était ça aussi la question, parce qu'après, il y a bien sûr qu'il y a de la participation en nature, rien que de participer aux réunions, de faire, voilà. Par contre, j'ai entendu hier à Saint-Étienne, qui ont un fonctionnement un peu différent, donc qui ont mis en place aussi une caisse d'alimentation, où là, il y a de la participation en nature qui permet de réduire le niveau de cotisation. Et je ne sais pas pour d'autres caisses, donc je vais laisser la parole. Bénédicte peut-être sur, non, non, mais sur les... C'est toujours sur la même question? Pardon. Eric, tu voulais préciser? Allez-y, madame. Oui, non, je voudrais répondre à votre question de savoir combien on est et pourquoi on est si peu, quelque part. Il y a 4 freins pour moi. Pardon? Non, mais bon, on vous a répondu qu'on n'était pas majoritaire, c'est vrai. C'est vrai, il y a 4 freins pour moi qui viennent tout de suite à l'esprit. D'abord, le discours dominant qui est que le bio est cher et que ça ne produit pas bien. Ça, c'est 2 discours dominants qui sont faux, mais bon, il faut pouvoir lutter contre. Les troisièmes, ce serait que, moi j'ai vu ça dans le milieu viticole où je vis, qu'il faut tuer le père. Beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui vont pour apprendre du bio, ben, ils sont obligés de lutter, ou du durable, hein, on va pas être, comment dire, plus royaliste que le roi. Ils sont obligés de dire à leur père, non, ce que tu as fait, c'était pas bien. Et ça, c'est très compliqué. Et le 4e frein que je verrais, c'est que les paysans, ils travaillent 70 heures par semaine pour aller les amener dans des réunions de connaissance de cause. C'est très, très, très compliqué. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. D'autres questions? Attendez, on va distribuer la parole. Alors, je vais peut-être juste préciser quelque chose, parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas développé ensemble. C'était la question de aujourd'hui, où ça en est, ces expérimentations, ce projet de SSA. Donc, il y a des expérimentations dans plusieurs dizaines d'endroits en France, c'est ça qui est correct? Et qu'est-ce que c'est les étapes parallèles pour structurer ou formaliser les choses? Qui veut répondre là-dessus? À 2 niveaux. On a un collectif qu'on appelle l'Intercaisse qui rassemble
une grosse dizaine d'entre nous, qui va s'ouvrir à d'autres. On réfléchit à faire rentrer aussi dans ce groupe d'autres formes d'expérimentation au-delà des caisses de redistribution monétaire, et donc de voir comment des initiatives par la production, par la transformation pourraient aussi nous rejoindre. Donc ça, c'est déjà un groupe qui existe, qui est dynamique. On va avoir fin juin une journée à Paris où on va présenter les travaux du groupe, je crois, la date n'étant pas fixe, j'ai cru entendre ça. Et le deuxième niveau sur lequel on peut travailler pour donner un peu de visibilité à ça, c'est qu'il y a à l'intérieur du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, il y a un groupe de travail qui réfléchit à construire une proposition de projet de loi d'expérimentation qui nous permettrait de venir obtenir des vrais financements de manière à rendre durables nos expérimentations, dans le sens où tout à l'heure, l'une comme l'autre, vous l'avez souligné, il est trop tôt pour pouvoir tirer les effets de quoi que ce soit. Le système alimentaire qu'on a aujourd'hui, il a mis 70 ans à se construire, il ne va pas se déconstruire en 2 ans, et à hauteur du très peu d'argent qu'on y met, aujourd'hui, on est là à la seule politique alimentaire qu'a l'État français, c'est les projets alimentaires territoriaux qui sont abondé en quelques millions d'euros, et encore, je crois que cette année, ça va tomber, là où on devrait parler en milliards. Tant qu'on n'aura pas les milliards, arrêtez de nous donner des millions en subventions. Nous, on veut gérer les milliards nous-mêmes de ces questions-là. Et la question de construire un projet de loi d'expérimentation, c'est un peu dans ce sens-là, d'essayer de consolider sur le long terme avec des vrais moyens financiers et peut-être d'obtenir des sommes qui nous permettent d'avoir les 8 millions d'euros pour Cadenet pour essayer sur 4300 habitants, d'avoir 85 millions d'euros pour un quartier du 20e arrondissement pour pouvoir vraiment tester cette question de l'universalité et de voir quels effets transformateurs ça a. Parce que le magasin de producteurs du village de Cadenet, la Bardane, ils ont un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, c'est 72 fermes. Si d'un seul coup les 4300 personnes avaient ces 8 millions d'euros, il faudrait 8 fois ce magasin. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on ne saurait pas comment le fournir, qu'il y a tout un travail d'enjeu d'investissement pour transformer le système alimentaire qui va avec. Donc en fait, on voit tout de suite que dès qu'on rentre, mais même sur un microcosme d'un village de 4000 habitants, en fait, on n'est pas capable de le faire. Donc en fait, comment est-ce qu'on va permettre la transformation de ce système alimentaire, comment on va le construire aussi? Bon, ça devient des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes, de réécrire un contrat social, comme tu le disais. Donc voilà, comment structurer ça sur le long terme. En tout cas, nous, au niveau du collectif, on travaille sur la construction de ce projet de loi. Il y en a un qui a été déposé par des députés écologistes l'hiver dernier. On a été obligé au sein du collectif d'être en réaction à une proposition parlementaire. Et donc aujourd'hui, notre démarche, elle est plutôt de faire ce travail collectif de construction, d'écriture ensemble, de manière à pouvoir être plutôt proactif vis-à-vis des représentants de l'État. Merci. Vas-y Bénédicte, et Nicolas, tu voulais réagir aussi. Oui, je voulais un peu poursuivre sur ce que nous proposait de penser Madame, et puis ça fait aussi du lien avec la continuité en fait de ce qu'on fait. Ce que nous permet cette proposition, c'est de sortir du raisonnement par l'absurde. Coluche, il avait cette formule, hein, c'est pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qui n'en aient pas assez. Et cette série de c'est pas normal que, en fait, on en a plein dans la tête. Et que finalement, on se rend compte que quand on raisonne ou quand on reproduit des expérimentations, très vite, c'est ce cadre-là qui vient restreindre notre pensée et nos champs des possibles. Et donc, s'autoriser aussi à dépasser ça, c'est extrêmement important parce que sinon, en fait, on va reproduire quelque chose qui ne nous permettra pas ou qui ne nous donnera pas les moyens de nos objectifs. Et en ça, dans ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'il faut regarder non pas nécessairement des limites, mais les obstacles face auxquels nous sommes. Et il y en a des majeurs. Alors là, avec la proposition de loi ou ce qui s'est passé ou le dialogue, on voit que finalement, c'est en train de devenir quelque chose de positif et de co-construit. Mais finalement, on est face à la récupération. Je l'ai dit, hein, en face de nous, ça récupère vite, ça récupère bien. Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. Donc, on est face à ce risque en fait de récupération et politique et ou économique. Il me semble qu'à ce titre-là, les expérimentations nous protègent un peu
parce que c'est un cadre particulier et que le risque d'une institutionnalisation trop rapide, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire que la diversité qui ne nous permet pas aujourd'hui d'arriver à avoir un super outil de mesure qu'on nous demanderait, eh bien c'est une force pour pouvoir mieux combattre et mieux résister. Ensuite, autre obstacle, la difficulté de faire démocratie. C'est très dur de venir restaurer là où on a été abîmé, là où ça fait mal. C'est-à-dire que on réactive en fait des choses traumatiques de l'injustice. Donc, il nous faut du temps. Et ça aussi, il faudrait qu'on puisse le mesurer et rendre compte combien ça nous coûte cher de réparer les dérives de ce système-là. Ça aussi, c'est à valoriser parce que finalement, on le prend en charge nous-mêmes. Ensuite, autre grosse difficulté, obstacle au sein de nombreux collectifs, l'évitement du conflit. On a beaucoup grandi ces dernières années en assumant certains conflits. Et parfois, c'est dur et parfois, ça fait mal. Sauf qu'en fait, il ne faut pas l'éviter. Faut pas l'éviter, faut pas rentrer dans des pratiques d'exclusion. En fait, c'est se priver de la réflexion, de ce que ça nous renvoie, et c'est quelque chose qu'on réactive très très vite. C'est l'arme du dominant, d'exclure et de créer des ennemis, des monstres qu'on doit abattre. Donc ça, il faut être très attentif à ça pour pas être dans ces formes de reproduction-là. Et puis ensuite, il faut ouvrir ce champ très concret, je pense qu'il y a beaucoup qui le pensent, c'est qu'on est dans des moments historiques, quand je dis qu'il faut arrêter de raisonner par l'absurde, où il va falloir penser la compensation des dérives qui sont faites. Pour sortir de l'esclavage, rappelez-vous, il a fallu payer les gens qui détenaient des esclaves pour qu'ils acceptent d'arrêter ce système-là. J'ai pas de réponse. Je sais juste qu'aujourd'hui, j'aimerais savoir combien ça nous coûterait de nous libérer de cette domination et de cette exploitation-là. J'y pense d'autant plus que ça me rend aussi confiante dans l'avenir de voir que les descendants d'esclaves sont en train de demander qu'on rende l'argent que ça a coûté pour sortir de l'esclavage. Donc on voit aussi qu'il faut réfléchir dans un temps long, qu'il y a des fois des choses où la tactique, la stratégie, on a peut-être l'impression de perdre ou d'être pas dans une victoire pleine et tranchée, sauf que c'est peut-être le seul moyen de conquérir notre liberté. Merci beaucoup. Nicolas, le mot de la fin? Oui, c'était pour réagir à ce que disait Eric, et ça fait le lien avec ce que nous a partagé Bénédicte, c'est que il faut aujourd'hui se dire que c'est un projet ambitieux et qu'il faut être humble, nous, c'est-à-dire qu'on porte des valeurs, qu'on les défend, qu'on s'emploie à réinventer comment faire démocratie avec des petits pas. Et j'aime bien cette phrase de Damasio là, qui disait qu'il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a que des aujourd'hui qui bruissent. Et que oui, les fenêtres politiques, elles peuvent être fermées. Il faut avoir le sens du tragique. Quand on regarde le paysage politique en ce moment, on voit bien qu'on se dit « Waouh, oui, ça va être dur de se frayer un chemin », mais ce n'est pas impossible. Et que justement, toutes ces initiatives, ces expérimentations, ces collectifs, que quelle que soit en fait l'origine, donnent à voir que ça peut exister. Et que ça par-delà, en fait, qu'à un moment donné, on peut justement redécouvrir, même si c'est sur une échelle, encore une fois, qui va mériter d'être vraiment déployée, redécouvrir qu'il y a un potentiel nourricier, qu'il y a un potentiel, en fait, à faire ensemble, à faire démocratie ensemble et pas de n'importe quelle manière, et que rien que pour ça, en fait, c'est important que ces initiatives, en fait, elles existent, et c'est justement ce chemin qu'elles vont faire ensemble. Donc ça, dire encore une fois que voilà, il faut qu'on soit humble, peut-être qu'il y a un pas de temps qui appartiendra peut-être à une autre génération, mais que les contributions, quelles qu'elles soient aujourd'hui, sont hyper importantes. Merci beaucoup, c'est le mot de la fin parce qu'on est à la fin du temps. Merci à tous.